Nintendo appelle sa console au Japon Famicom. Famille pour family, com pour computer. C'est l'ordinateur de famille, family computer. Et pour eux, c'est de prendre la place des programmes télé. Donc c'est une concurrence assez directe à ce que la télévision propose. Et bonsoir les amis, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de la série Game 2021, un nouveau concept d'émission consacré à l'univers des jeux vidéo avec notre spécialiste en la matière, Nicolas Augusto. Deuxième épisode ce soir, Nicolas va nous conter l'histoire extraordinaire de Nintendo qui a amené la petite entreprise familiale nippone à devenir ce mastodonte mondial du divertissement. Salut Nicolas. Ça va bien mon ami Gilles, je suis super content d'être avec toi. Alors, tu vois, on échange régulièrement, mais franchement je me réjouis, c'est vraiment un super rendez-vous. Et puis ça permet d'être un petit peu plus léger, tu vois, parce que tous les jours on a des news assez tristounes, mais voilà, donc du coup c'est cool d'être tous les deux, de parler de quelque chose d'un petit peu plus léger, même s'il y a quand même du fond, hein, tu vois, mais c'est ce que tu fais sur ta chaîne. Et je trouve que c'est vraiment le super compromis. Donc je suis vraiment super content de retrouver tout le Hit Club et toi ce soir. Alors, tu nous as planté le décor la semaine dernière, tu as été passionnant. Nous avons installé cet épisode en public sur YouTube. Il y a de très bons commentaires. La progression de vues va comme ça petit à petit augmenter et c'est une belle réussite. Et ce soir, tu vas nous conter l'histoire donc d'une société que tu connais bien, puisque tu l'as gravé sur la tranche de ta main, tu l'as tatoué, voilà, l'entreprise Nintendo. Déjà, pourquoi c'est une entreprise qui, toi, te tient à cœur ? Alors, bon, comme on l'a évoqué déjà dans le tout premier épisode, c'est comme une équipe de foot. Il y a un affect. C'est-à-dire que ça peut effectivement peut-être paraître étrange pour certains, mais une entreprise de foot, c'est reste une entreprise avec une vision, avec un ADN, comme l'Olympique de Marseille, par exemple. Moi, j'ai des amis autour de moi qui sont imprégnés de ça depuis tout petit, de la transmission des parents, mais aussi le fait d'avoir grandi dans cet univers. Dans le jeu vidéo, c'est à peu près pareil. Alors, ça n'a pas tout à fait les mêmes connexions sociales, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le jeu vidéo, dans les années 80, a commencé à émerger, c'était quand même une sorte de divertissement de niche. C'était peu courant. Et donc, du coup, ceux qui ont commencé à le connaître le sont un petit peu accaparés, en fait. Ne voulaient pas vraiment le partager avec un plus grand public. Donc, il y a une certaine forme de possession, et puis il y a, on va en parler dans ce deuxième épisode, ce qu'on appelle les propriétés intellectuelles, c'est-à-dire des créations liées historiquement à ces constructeurs, notamment Nintendo, Sega, Sony, et des affects secrets. Et donc du coup, tu tombes dedans dans l'une des 3 ou 4 grandes, on va dire, entre guillemets, entreprises. À l'époque, elles ne sont pas si grandes, notamment pour Nintendo et Sega, Sony dans une moindre mesure, et Microsoft a toujours été une très grande entreprise, au sens chiffre, bien évidemment, je ne parle pas qualité. Et donc du coup, moi, je tombe sous celle de Nintendo, comme je vous disais dans le premier épisode. C'est vrai que moi, on m'a offert une Nintendo, une NES, quand j'étais enfant, avec Mario. Et donc du coup, se crée, c'est le premier truc que tu as découvert, et se crée une sorte de passion, de curiosité vis de ces personnages qui vont effectivement évoluer au fur et à mesure des années, parce que les créateurs qui sont derrière vont aussi évoluer en tant que créateurs. Et on va passer de la toute petite industrie, si je peux dire, garage familial, familial, à un mastodonte qui aujourd'hui est probablement une des 5 entreprises au monde dans le divertissement qui subit une explosion du progression dans son impact auprès des joueurs, des clients, en termes de reconnaissance de marque. Mais vous allez voir dans cet épisode, ce qui fait quand même toute l'originalité de cette marque, c'est qu'en fait, elle ne correspond à aucune autre entreprise au monde.
Elle est Là, assez unique en son genre. ouais, ouais. Je dirais même de ce que je connais moi, je pense que c'est la seule. C'est une entreprise qui est encore dans les années 50, dans son fonctionnement, on va en parler en détail, mais c'est ce qui rend Nintendo fascinant pour moi. C'est une entreprise d'un autre temps, qui aujourd'hui est un extraterrestre. Et pourtant, elle démontre dans son positionnement qu'on peut être extrêmement conservateur et réussir. Ce que Tu d'ailleurs, les as rencontrés, hein, Nintendo. alors, je les ai rencontrés. J'ai pas rencontré tout le monde, bien évidemment. Chez Nintendo, j'ai eu la chance effectivement de rencontrer les plus grands. J'ai eu la chance de travailler avec des gens pas de la même envergure chez eux. Mais je vais vous raconter tout ça parce que c'est assez unique, c'est rare. C'est-à-dire que peu de gens dans l'industrie racontent les dessous parce qu'ils ont souvent ce qu'on appelle des NDA, des Non-Disclosure Agreements, que moi je n'ai plus parce que les années sont passées et parce que l'entreprise que j'avais n'existe plus. Et donc du coup, je ne suis plus sous NDA. Donc je peux raconter un petit peu les dessous, pas tout, parce qu'il y a certaines choses qui sont de l'ordre du privé et tout ça, mais je peux quand même raconter le fonctionnement, les échanges qu'on a eus et comment fonctionne cette entreprise au milieu en fait de toutes ces autres entreprises qui sont extrêmement homogènes dans leur façon d'être. Donc ça, il y a effectivement l'entreprise, mais après on va parler des jeux, des créateurs, parce que forcément tout va de pair avec, Ouais. avec Nintendo. Est-ce que cette identité assez unique est liée à la culture japonaise? Alors oui, oui. Elle est indéniablement liée à la culture japonaise. Euh, la culture japonaise dans l'emploi, dans le marché du travail, elle est très particulière. Je peux difficilement la dépeindre dans sa globalité, mais si je peux donner quelques axes, déjà, il y a une culture de l'homogénéité, des réussites. C'est-à-dire que la société japonaise est une culture du clan, une culture de la société avant une culture des individus. On ne prône pas les individualités, on prône la cohésion de groupe. Et si émerge une individualité, elle émerge, mais elle sera jamais réellement trop mise en avant, à part rare exception. Et chez Nintendo, effectivement, il y a un personnage qui ressort, qui est le fameux créateur de Mario, Zelda, Donkey Kong, Star Fox, toutes les plus grandes propriétés intellectuelles, je dirais, dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est Shigeru Miyamoto qui les a créées. Donc c'était un ingénieur qui a fait les beaux-arts, qui a un background dans le design industriel et qui, au début des années 80, sous la demande du président à l'époque de Nintendo, Hiroshi Yamauchi-san, va lui demander de travailler sur les premières bornes d'arcade. Et Miyamoto design deux personnages qui deviendront Donkey Kong, ce fameux gorille, et ce petit bonhomme à l'air d'un petit plombier moustachu qui deviendra Mario après. Et ça a un vrai effet, en fait. Ça a un vrai effet auprès des joueurs, auprès même de la presse à l'époque. Et ces personnages sont créés. Et ce qui est très fort avec Miyamoto, c'est que pendant presque de 2 décennies, il va créer d'autres personnages qui vont élargir, et des personnages comme la fameuse légende de Zelda, Ouais. comme Star Fox, comme Metroid, qui sont d'autres grosses propriétés intellectuelles de Nintendo, jusqu'à encore aujourd'hui. Sa dernière création, c'est son parc, c'est le parc d'attractions. Et il est en train de faire le premier film Mario, un petit peu comme les Pixar, qui va être le début de Nintendo dans ce domaine-là. Il se lance dans l'animation. Ils vont se lancer dans l'animation. Alors, on va en parler parce que c'est tout le process de Nintendo, c'est qu'ils sont très très lents. Donc ça répond en partie à ta question, c'est que ce sont des Japonais. Les Japonais sont très très lents. C'est-à-dire que il y a une philosophie occidentale qui est que quand il y a un problème, moi je l'ai vu dans plein d'entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, même, Ouais. on y va tête baissée et on trouvera la solution au problème pendant qu'on se dépatouille et qu'on cherche et que c'est le bordel. Ça a des vertus, hein, mais il existe une autre méthode. La méthode japonaise, c'est que en fait, on observe simplement le problème de loin, on prend le temps qu'il faut pour y réfléchir, on imagine toutes les possibilités, et quand on a trouvé la solution intellectuellement, on y va. Les Japonais sont comme ça, sont vraiment en recul, dans la réflexion, ne sont pas dans la précipitation. Et Nintendo représente effectivement ces grands axes de pensée, ça c'est indéniable.
Ensuite, il faut savoir, c'est qu'au Japon, c'est un peu comme la France. Les Bretons, c'est pas les Hauts-Savoyards. Les Hauts-Savoyards, c'est pas les Marseillais. Au Japon, tu as à peu près la même chose. Et là, il y a un truc très très clair, c'est qu'au Japon, il y a Tokyo, mais il y a Kyoto. Kyoto, c'est l'une des anciennes capitales du Japon, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et Kyoto, c'est une ville historiquement très forte, qui est quasiment intégralement sous le patrimoine de l'UNESCO, qui est une ville, en très personnel, absolument magnifique, très artisanale, où on a encore un savoir-faire incroyable. Et Nintendo émerge de cette ville de Kyoto depuis plus d'un siècle, parce que Nintendo a été créé en 1889. Et Nintendo, au milieu de Kyoto, a une philosophie encore plus particulière, encore plus, je dirais, encore plus conservateur, encore plus... ils sont vraiment dans cet état d'esprit dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de partenariats avec des étrangers. Il y a personne au capital de Nintendo. C'est une société qui est détenue majoritairement toujours par la famille. Ouais. Le capital appartient à des actionnaires aussi, bien évidemment, mais essentiellement au Japon. Il y a un tout petit pourcentage du capital qui est à la disposition de gens comme nous, par exemple. Mais c'est très... en fait, ils ne font absolument rien pour que quelqu'un d'autre puisse prendre les rênes. Et on a appris, il y a très récemment, que Microsoft, il y a 20 ans, quand ils sont rentrés avec la Xbox sur le marché, ont fait une proposition de rachat de Nintendo. On a appris il y a très récemment par le patron de Microsoft que la réaction de Nintendo lors du meeting, ça a été de rire. Ça a été de rire. Nintendo est vraiment dans cette philosophie, c'est-à-dire que c'est pas leur état d'esprit. C'est-à-dire qu'ils font effectivement énormément d'argent, comme toutes les entreprises. Je pense que c'est l'objectif. Quand tu fais une entreprise, c'est quand même faire des bénéfices. Ne soyons pas complètement ridicules. Ils sont pas l'abbé Pierre. Cela étant dit, ils sont toujours dans cette réflexion de pouvoir retourner la table de thé. C'est une expression japonaise. C'est-à-dire que si tu restes trop longtemps sur tes acquis, tu sombres. Et Nintendo est encore une fois une entreprise japonaise, et les entreprises japonaises réagissent souvent comme ça. C'est-à-dire, il y a très peu... Elles se remettent en question. Beaucoup en question. Alors, beaucoup à la fois oui et non. C'est-à-dire qu'ils se remettent beaucoup en question sur le pourquoi du comment ils existent, mais pas tous vont aussi loin que Nintendo ne le fait. Nintendo, ils sont toujours dans la réflexion du pourquoi, comment on existe. Le président de Nintendo l'a encore dit il y a quelques semaines en disant que chaque année pour eux c'est un vivre ou mourir. C'est-à-dire que dans leur aspect créatif, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois pouvoir créer des nouvelles expériences pour surprendre les gens. Dans leur façon de jouer, leur façon de se dire, tiens, comme ils l'ont fait avec Pokémon Go il y a quelques années, on a toujours pensé que le jeu vidéo n'était pas forcément compatible avec l'extérieur. Nintendo a démontré qu'avec une technologie intéressante, donc Google Maps, on pouvait créer ce truc gigantesque qu'est Pokémon Go toujours, où on a fait sortir les parents et les enfants dehors pour aller les faire se promener dans la nature, dans les bois, aller chercher des Pokémon de façon virtuelle. Et donc, du coup, le président de Nintendo avait toujours dit moi, mes enfants, je veux qu'ils aillent dehors. Je les aime bien voir jouer, mais la vraie vie, elle est dehors. Et ils sont vraiment pas déconnectés de la nécessité de prendre soin de nos enfants. Et je pense que c'est la grande force de Nintendo, c'est que Nintendo est family friendly. C'est l'image qu'ils en ont. Ils ont toujours fait attention, de façon générale, aux enfants. Parce que leurs personnages comme Mario, Zelda, Peach, Luigi sont des personnages sympathiques, qui n'ont pas de propos, qui sont apolitiques, qui sont fun dans des royaumes vraiment imaginaires, sans couche de lecture derrière. On est vraiment dans du brut, on est dans quelque chose de fun. Comme je te disais la dernière fois dans le premier épisode, le jeu vidéo, c'est avant tout une expérience manette en main, ressentir des sensations. Et ça, Nintendo excelle dans ce truc-là. Et ça, c'est vraiment une de leurs forces. Donc après, pour finir la réponse à ta question, Nintendo est une entreprise japonaise, mais plus japonaise que toutes les autres entreprises japonaises. Pour donner une échelle, aujourd'hui, c'est l'entreprise numéro 1 au Japon, tout secteur confondu, hors
énergie fossile et compagnie, bien évidemment, on ne va pas les mettre dans la même catégorie, mais c'est devant Toyota, c'est devant tous ces grands groupes. Sachant que c'est une entreprise autonome, ils embauchent moins de 6500 personnes dans le monde, ce qui en fait une petite entreprise. Oui, c'est une petite entreprise avec un gros chiffre d'affaires, en fait. Avec un très gros chiffre d'affaires. Et pour te dire jusqu'où ça va, c'est qu'ils sont aujourd'hui, c'est eux qui payent le mieux dans l'industrie au Japon. Je ne parle pas dans le reste du monde parce qu'il y a une compétition des salaires à l'étranger qu'il n'y a pas forcément au Japon. Ça, c'est encore un point japonais qui est particulier, c'est-à-dire qu'au Japon, on plafonne le salaire minimum pour un salaire de qualité et les salaires maximums sont plafonnés aussi. C'est-à-dire qu'en gros, un CEO, à l'exception de Carlos Ghosn, ne peut pas prendre plus de 70 000 euros par mois. Okay. Voilà, parce que ce n'est pas convenable dans une société comme la société japonaise où tu as besoin, il y a une certaine forme de décence qui existe et c'est difficilement convenable. Alors, il y a bien évidemment des bénéfices, des dividendes, tout ce que bien évidemment. Mais en tout cas, en termes de salaire, c'est un peu comme ça. Donc Nintendo c'est quoi le salaire minimum, Nicolas, au Japon? Tu le connais? Oh, ouais, plus ou moins. Je dirais qu'on est dans les 3 000 euros à peu près. Okay. Sachant qu'il n'y a que Tokyo qui est une ville chère. Le reste du Japon, c'est très correct, c'est en dessous de toutes les villes de France. Hein. Et Tokyo, c'est un petit peu moins cher que Paris. Un petit peu moins cher que Paris. Voilà. C'est moins cher que Paris, Tokyo, d'accord. Ouais, c'est un peu moins cher que Paris. Alors attention, après, moi je parle de mon expérience, j'y ai vécu en tant que locataire, j'ai rien acheté là-bas, j'ai qu'une partie de la réponse, Gilles. Hein. Okay. Je ne vais pas faire du BFM TV, tu vois. Mais j'ai qu'une partie de la réponse et c'est assez humble de mon expérience. Mais c'est une ville très correcte, les salaires sont très bien. Et puis après, il y a aussi, c'est l'entreprise qui a, alors ça c'est fantastique, c'est l'entreprise qui a le moins de départ. C'est-à-dire que quand tu rentres chez Nintendo, je l'ai évoqué dans le premier épisode, tu y restes jusqu'à la fin de ta carrière. Alors au Japon, c'est effectivement courant, c'est vrai, mais tout de même, dans les entreprises de jeux vidéo au Japon, ça ne l'est plus. Tu regardes Sony, Capcom, Konami, les autres, Sega, ça ne l'est plus. Tu fais quelques années, tu changes, tu vas dans une autre boîte. Quand tu rentres chez Nintendo, il y a quelque chose qui se crée. Déjà, de rentrer, c'est très difficile. Hein. C'est un concours d'entrée digne des grandes écoles. Hein. C'est très, très compliqué. Très, très difficile. Aujourd'hui, ça reste encore secret. On ne sait pas exactement quel est le concours d'entrée. On sait qu'il y a des questions, qu'il y a de l'histoire, de la culture. C'est très particulier. Hein. On n'est pas du tout dans un truc comme à la Apple, avec des meetings sur meetings et sur meetings. Chez Nintendo, il y a quelques meetings, mais on est d'abord dans un vrai concours d'entrée pour jauger ce que les gens vont concrètement, réellement apporter comme plus-value à l'entreprise. Il y a vraiment cette valeur-là qui est très, très particulière. Ce que je peux dire, c'est que voilà, elle est unique dans tout le domaine du divertissement. Elle est unique au regard, bien évidemment, de son chiffre. J'imagine que tu as des entreprises familiales, même s'il n'y en a plus beaucoup dans le jeu vidéo, mais qui sont des toutes petites entreprises qui embauchent peut-être 5 à 10 personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas incomparable. Mais en tant que mastodonte à l'international, effectivement, ils sont les seuls. Ouais. Alors, comment ils ont commencé? Tu me dis que l'entreprise a plus de 100 ans. Donc, il y a 100 ans, ils ne faisaient pas des jeux vidéo. Ils ont commencé dans quel secteur? Alors, Nintendo a fait beaucoup de choses. Hein. Nintendo a fait beaucoup de choses, un peu de design industriel. Alors, toute la première partie, c'est vraiment du design industriel. C'était une toute petite entreprise. Et son explosion arrive dans les années 30-40 avec les cartes de jeu. Les cartes de poker, les cartes de tarot, toutes les cartes de jeu de l'Occident, Nintendo va les importer au Japon. Parce qu'au Japon, on a des cartes de jeu qui s'appellent les Hanafuda, donc qui est c'est un jeu de société japonais qui est assez sympa. Nintendo fait forcément des Hanafuda, des cartes locales pour le marché japonais, mais décide de faire venir les cartes à jouer de l'étranger. Donc Nintendo est déjà dans une réflexion, commence à trouver son ADN, l'ADN de divertir les gens. Donc ça démarre de là. Et ils vont petit à petit fournir, bien évidemment, les quelques étrangers qui sont là, les jeux, le carte de poker se démocratise. Quand le Japon perd la Seconde Guerre mondiale, forcément, il y a beaucoup d'Américains qui sont sur le sol japonais, et donc du coup, les cartes de poker, les cartes de jeu, les tables de jeu sont à l'époque
on va dire, des endroits assez centraux dans le divertissement à cette époque-là. Et donc, du coup, Nintendo va, comme ça, avec un peu de chance, placer des cartes de jeu un peu partout. Et ils font quelques partenariats, d'ailleurs, avec des licences comme Popeye, comme Mickey Mouse à l'époque. Ils n'ont pas encore leur personnage, hein. Mario, Zelda, Donkey Kong arriveront que bien plus tard. Mais ils sont déjà dans ces réflexions-là. Ils font d'ailleurs même un partenariat aujourd'hui qui est encore unique avec la France, avec Napoléon. Les Japonais adulent Napoléon. Parce qu'il y a une certaine forme de ressemblance avec Oda Nobunaga, qui est celui qui a unifié le Japon, donc sous la violence. Mais bon, c'est intéressant. Je crois que son surnom, c'est le masque démon. Je sais plus au paradis. En fait, Oda, il a la même problématique que Napoléon, c'est-à-dire que ce sont des personnages décriés parce que ils ont pu avoir un comportement qui aujourd'hui nous paraît déconnecté en fait de notre réalité, tu vois. Mais c'était des grands hommes parce que ils ont fait certaines choses qui ont fait avancer le pays. Alors, Oda, dans une certaine forme de violence, beaucoup plus puissante que celle de Napoléon, c'est indéniable, mais ils ont cette ressemblance. Et donc, du coup, les Japonais aiment beaucoup Napoléon. Et même encore aujourd'hui, tu peux aller acheter, par exemple, tu vas à la Ginza, qui est un très très beau quartier, il y a des pâtisseries qui vendent des gâteaux à l'effigie de Napoléon. Ça tombe bien, c'est le bicentenaire. Hein. C'est le bicentenaire. Au Japon, ils ont fait des séries, des très belles séries de collection sur pas mal de choses. Par exemple, je sais qu'il y a des bouches d'égout au Japon, parce qu'au Japon, les bouches d'égout dans certaines petites villes sont designées, en fait, sont peintes. Et c'est très, très beau. Et je sais qu'il y en a eu comme ça à l'effigie de Napoléon. Voilà, et en tout cas, cet affect-là, et Nintendo utilise le visage. Je crois que j'ai un jeu de cartes, je sais plus. Alors attends, je vais montrer. Là, j'ai un jeu de cartes. Donc ça, c'est les cartes Hanafuda. Je ne sais pas si vous les voyez. Donc celles-ci, elles sont à l'effigie de Mario, mais si vous voyez bien, il porte le costume de Napoléon. Ok. Il a la veste, les épaulettes de Napoléon. Alors moi, j'ai pas le jeu de cartes Napoléon de Nintendo Hanafuda des années 60 parce que ça vaut une fortune. Parce que c'est forcément aujourd'hui, il y a certaines pièces qui sont des pièces de collection qui sont très 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 chères. Mais voilà, en tout cas, il y a ce truc-là. Et puis à peu près en même temps, ils lancent des love hotels. Alors c'est assez peu connu. Les love hotels sont des endroits. Les Japonais ont une sexualité assez débridée. Par rapport à ce que l'on croit, la sexualité des Japonais, elle n'est pas, elle, bridée par des écrits, comme nous on peut les avoir en tant que monothéistes, par exemple, monodéistes, pardon. La spiritualité, la religion ne persécute pas ou ne montre pas mal, je veux dire, la sexualité. Dans le shintoïsme, c'est plutôt quelque chose d'assez naturel, c'est plutôt normal. Donc, ils créent des love hotels pour que les couples puissent avoir des relations dans un endroit très encadré, dans un hôtel, avec des décors. Tu vas passer une soirée dans un hôtel de décors avec ta femme ou ta concubine, peu importe, j'en sais rien, ta copine. Et Nintendo va ouvrir quelques chaînes, mais ça restera très très marginal parce que très rapidement, ils vont faire marche arrière et on arrive à la fin des années 70 et un des génies Nintendo, alors vraiment un génie qui est Gunpei Yokoi, qui est un inventeur, un créateur. Il y a un livre qui est sorti sur lui qui est assez fascinant, dans lequel on apprend qu'au final, c'est lui le premier à avoir imaginé et créé la radio. Mais bon, pour des histoires de timing et parce que le Japon est refermé sur lui-même, forcément, on ne sait pas. Tu vois, c'est d'autres pays qui s'en attribueront la création. Mais Gunpei Yokoi part du principe à ce moment-là et c'est là que Nintendo va sceller son ADN, c'est qu'ils vont vraiment comprendre ce qu'ils doivent faire. C'est donc toujours divertir les gens. Et Gunpei Yokoi amène la dimension des technologies désuètes. Au lieu de faire la course aux nouvelles technologies, regardons les technologies du moment présent et regardons si on les a réellement exploitées.
Et d'ailleurs, ça fait écho. Alors, je ne sais pas si tu penses que tu connais Jean-Marc Jancovici, Oui. voilà, qui a écrit quelque chose de très intéressant sur les technologies désuètes. Alors, on aime ou on n'aime pas le personnage, peu importe, mais en tout cas, il explique très bien la nécessité aujourd'hui de se pencher sur les technologies désuètes. Pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans, 15 ans ou 20 ans qu'on a développé des technologies, mais parce qu'elles ne sont pas assez bankable, entre guillemets, on les met à côté et on pousse le consommateur à changer de télévision ou de montre ou de téléphone juste pour un petit peu de résolution, pour la même chose, juste plus jolie, tous les 2, 3, 4, 5 ans, tu vois. Et donc, du coup, ce qu'il a expliqué là-dessus, c'est très, très bien. D'ailleurs, c'était un débat que je voulais mener avec lui, parce que le divertissement, le jeu vidéo et le divertissement n'a toujours pas pris à la hauteur de la problématique des technologies, hormis un peu Nintendo. Et donc, Gunpei Yokoi regarde et découvre qu'il y a des écrans cristaux liquides. Alors, vous savez, les écrans qu'on avait sur nos tablettes, nos calculettes à l'époque, les petites calculatrices. Et il se dit, bon, je suis certain qu'on peut faire quelque chose avec du codage et faire des jeux électroniques. Et donc, du coup, tout ce processus-là, je vous la fais courte, parce que c'est une très longue histoire, tout ce processus-là, ils vont trouver un partenaire pour pouvoir faire ça et relancer, en fait, c'est Nintendo qui relance la machine de ces écrans cristaux liquides à l'époque, grâce à ce choix. Et donc, du coup, tous ces écrans reviennent un petit peu au goût du jour dans le monde entier. C'est le début des jeux électroniques alors. C'est le tout début, effectivement, des petits jeux nomades électroniques avec un écran et deux boutons. C'est quelle année ça ? C'est quelle décennie ? Alors, on est fin 70, début 80. 70, ouais, d'accord. Voilà, 70, 80, on est au tout début. Et donc Nintendo, ben voilà, lui va connaître un essor à ce moment-là. Alors c'est toujours pas la grosse compagnie qui sont aujourd'hui. Mais c'est eux qui inventent en fait ces jeux électroniques. C'est eux les qui premiers sont en partie à commercialiser. C'est les premiers. Ouais. Exactement. Et surtout, c'est surtout les premiers à créer des jeux électroniques avec leur propriété intellectuelle. On voit arriver Mario, Donkey Kong, très rapidement Zelda. Et en fait, ils vont créer tout de suite deux marchés, qui va être un marché du nomade, les gens qui effectivement ont leur petite calculette, donc leur petit jeu dans la poche, les enfants ou les gens un petit peu plus vieux, et puis un marché du salon. Et quand ils pensent à la télévision, et c'est là où je vais faire un écho à la première émission, je vous avais promis de parler du rôle de la télévision dans la première émission. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que ce serait le moment avec Nintendo de le faire plutôt. Et Nintendo appelle sa console au Japon Famicom. Famille pour family, comme pour computer. C'est l'ordinateur de famille, family computer. Et pour eux, c'est de prendre la place des programmes télé. Donc c'est une concurrence assez directe à ce que la télévision propose. C'est d'utiliser en fait le poste de télévision comme support, voilà, pour autre chose que les émissions de télévision. Que les émissions. Alors, une fois que tu as compris ça, on met en perspective le rôle désastreux de la télévision au regard du jeu vidéo. La télévision n'a fait que dénigrer, de façon générale, le jeu vidéo depuis plus de 25 ans. Et là, j'essaie d'être vraiment objectif. Je ne prends pas parti, je n'ai rien à gagner, je suis très, très objectif. Quand je travaillais en télévision, et j'ai eu une conversation avec quelqu'un de extrêmement haut placé, qui aujourd'hui gravite dans les oreillettes de Cyril Hanouna. Je ne dirais pas son nom parce que j'ai du respect pour lui, et voilà, mais c'est quelqu'un d'extrêmement influent, c'est peut-être la personne la plus influente dans le groupe de C8. Et cette personne-là nous a permis de faire de la production. On s'est bien entendu. Mais il m'a dit un truc, le jeu vidéo, on n'a aucun intérêt à nous de donner de l'antenne à des émissions de jeux vidéo. Et oui, parce que ça, c'est en concurrence directe avec les programmes télé, en fait. Exactement. Quand tu es sur ta console, tu n'es pas en train de le regarder... même support. Tu utilises le même support. Donc, la télé, dans son immense bonté, c'est très ironique, mais va se servir de son pouvoir d'information. Alors, aujourd'hui, on est bien conscient que le pouvoir d'information, il est toute somme relative, son pouvoir de connerie ou d'influence ou de... On est d'accord là-dessus, je n'en disconviens nullement. Eux, ils vont se dire, on va trouver tous les moyens pour décrédibiliser le jeu vidéo.
dire que ça rend malade, que ça rend complètement fou, que c'est que des jeux violents, que c'est que des jeux de tir, qu'il y a du sang, on simule la guerre. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur cette industrie, provenant toujours du même média, la télé. On n'a pas le même son de cloche de la radio. On a eu des superbes émissions par un copain, Jean Z, chez France, je crois qu'il était chez France Info, il faisait une émission quotidienne. Ouais, Jean Z. Voilà, Jean Z. On a, en radio, il y a eu des très bonnes émissions. En télé, il y en a eu aussi, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est quand même moindre par rapport à l'impact assez négatif qu'elle a eu. Et puis, en même instant, on va avoir effectivement des associations comme Famille de France, des associations catholiques très fortes, qui ont des convictions que je respecte. Famille de France, c'est Henri Joyeux. Hein. Oui, exactement, Henri Joyeux, que d'ailleurs, Henri Joyeux, que personnellement j'apprécie, j'apprécie ses paroles, ses mots, mais cela étant dit, j'estime, en tout cas moi, qu'ils sont déconnectés et qu'ils sont dans quelque chose de politisé. Je me souviendrai toujours de tout ce qui a tourné autour de Pokémon. À l'époque, c'était les bêtes du diable. On avait des titres en télévision. Alors j'imagine bien que la télévision a rajouté des caisses et des caisses et des caisses, hein, bien évidemment. Mais on a toujours été dans un duel. Ce que, au final, pour le coup, l'industrie du jeu vidéo n'a jamais réellement été, parce que quand je disais ça pour Nintendo, en fait, Nintendo, ils se sont dit on prend la télé, ils se sont pas dit on prend la télé, ils se sont dit on utilise le support de la télé. On utilise le support, ouais. On prend le support, on prend la technologie, ouais. Exactement. Il faut remettre dans le contexte, c'était une petite entreprise au début des années 80 qui n'avait pas du tout l'ego pour se dire on va bouffer tous les programmes télé. Pas du tout le cas. Le succès de la console n'était d'ailleurs pas assuré, comme je vous disais dans le premier épisode, à cause du crash américain qui avait eu lieu quelques années avant. Tout le monde pensait que Nintendo allait foncièrement se planter et que le jeu vidéo c'était fini. Donc il y a tout ce parallèle-là. Donc la télévision, voilà, ne va jamais faire de cadeau. Pour en revenir aux années 80, après ils ont ce que j'ai évoqué un petit peu dans l'historique du premier épisode, c'est voilà, ces différentes consoles qui vont façonner des années 80 jusqu'à aujourd'hui en fait leur univers. Et pour pas faire de redondance, mais pour parler des autres temps forts, il y a effectivement les créations comme Mario, Donkey Kong, Zelda, mais il y a effectivement l'intégration de Pokémon. Alors, Pokémon, c'est une histoire assez fascinante parce que c'est une success story comme il n'en existe pas en fait. Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon, donc c'est un petit gars, hein, c'est un petit dessinateur qui a une idée de raconter une histoire où c'est l'histoire d'un jeune garçon qui, pour devenir adulte, part à l'aventure dans le Kansai. Dans le Kansai, c'est la campagne japonaise, et va devoir dompter les Pokémon. Donc, Pokémon, c'est Pocket Monster, les petits monstres de poche, les dompter, les apprivoiser, pour devenir, entre guillemets, le plus grand dresseur de ces petits monstres de poche. Donc, la lecture derrière, elle est que y a quelque chose de très intéressant avec Pokémon, c'est que le meilleur dresseur de Pokémon, c'est pas celui qui en a le plus. C'est pas celui qui fait les plus forts, c'est celui qui traite le mieux ses Pokémon. Et donc le personnage de ce dessin animé, parce que c'est un dessin animé en même temps que c'est un jeu vidéo, c'est Sacha, ou Ash pour les versions américaines, c'est Sacha, qui devient ce personnage-là, en fait, qui tombe, en fait, à chaque fois qu'il rencontre un Pokémon, au lieu de devoir le dresser pour en faire un super guerrier, en fait, il tombe amoureux à chaque fois de ses Pokémon. Et en fait, en échange, ses Pokémon tombent amoureux de lui, donc il y a vraiment une synergie entre l'homme et les petites bêtes, qui fait que je crois, c'est une des raisons pour laquelle les enfants adorent. En fait, d'un point de vue adulte, et si on veut un peu décrire le truc, on va se dire en fait c'est que des combats entre ces monstres, parce que forcément il y a un truc de combat, de confrontation qui est basé sur les éléments. Si ton Pokémon est eau, il faut que tu mettes un Pokémon feu en face. Si ton Pokémon est électrique, tu mets pas de l'eau, tu vois. En fait il y a ce principe-là du fameux marteau ciseaux papier. Okay, ouais. C'est le principe de jeu en fait. Et donc Satoshi Tajiri, le créateur, crée ce truc-là, cet univers. Il y a 150 petits monstres, 151 petits monstres. Et en tant que petit créateur, en fait, décide d'aller pitcher son idée
aux entreprises japonaises. Donc il va avec ses dessins, machin, puis il va demander à Sony, il va demander à d'autres, machin, puis tout le monde lui dit non. Et il va taper à la porte de Nintendo, qui eux sont quasiment les seuls à Kyoto, parce qu'il a fait d'abord Tokyo. Il arrive à Kyoto, et puis Nintendo dit oui. Et là, c'est un énorme game changer, en fait. C'est le game changer, je pense, de Nintendo en tant qu'entreprise. Alors, ils ont déjà tout leur catalogue qui est déjà en train de progresser, mais on n'est que dans les débuts des années 90, quand exactement en 94-95. Pokémon, hein. Pokémon, ouais. Pokémon, les 2 Pokémon qui sortent au Japon à l'époque. Et Nintendo donc signe ce deal et acquiert le studio en laissant l'intégralité créative au studio. Ça, c'est vraiment aussi un principe de Nintendo, c'est-à-dire qu'ils ne demandent jamais à un créateur. Ils ne prennent pas le contrôle du créateur, en fait. Non, jamais. Et ça, moi, je l'ai vécu, par exemple. Ça, j'ai vraiment vécu à titre personnel, jamais. Par contre, tu as intérêt à savoir où tu vas, hein, parce que il faut savoir où on va. Sinon, c'est compliqué. Mais tu n'es jamais, on te demandera jamais de faire ça ou pas ça. En fait, quand ils te disent oui, c'est parce qu'ils savent que c'est compatible avec leur ADN. Ils te disent pas oui juste pour faire un coup sur du court ou du moyen terme. Nintendo, c'est toujours du long terme, c'est un long partenariat. Et donc, du coup, ils acquièrent Pokémon, ils rentrent au capital, ils laissent une partie du capital à la société de Pokémon, Game Freaks, et Satoshi Tajiri, à carte blanche, fait ses jeux en synergie avec Nintendo d'un point de vue technique, parce que Nintendo leur dit, bah voilà, nous on va sortir une console portable qui sera la Game Boy. Ils vont expliquer toute la technologie qu'il y a derrière, ce que vous pouvez faire, et va sortir les 2 premiers Pokémon sur portable. C'est un raz-de-marée. Au Japon, c'est un raz-de-marée. Le raz-de-marée arrivera aux États-Unis, en Europe, et ne s'arrêtera jamais, en fait. Les gens ont pensé que c'était des coups, et en fait, jamais. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, le phénomène n'est même pas pareil ou moins bon, il est juste 20 fois plus fort qu'il ne l'était. En fait, le phénomène ne fait que progresser. Et ce qui est assez intéressant, c'est que toute la philosophie de Nintendo, c'est la transmission générationnelle. Quand tu joues à Pokémon que tu as 15 ans, aujourd'hui, tu en as 40. Tu as des enfants. Et donc, du coup, tes enfants, tu leur dis, bah, écoute, viens, on va chercher le dernier Pokémon ensemble. Et tu joues avec tes enfants, en fait. Et tu joues avec tes enfants. C'est toute la force de Nintendo, et vous verrez, quand on parlera de l'épisode 3, c'est la grande différence qu'il y a avec Sony et Microsoft, qui n'est pas du tout dans la même philosophie. Nintendo, c'est quelque chose d'extrêmement générationnel. Moi, je le vois avec ma fille. Alors, je limite, je fais attention, les écrans, tout ça. Bon, on est dans un monde connecté, c'est difficile, mais je fais attention. Mais tu vois, Mario, j'ai aucun problème à la mettre à côté de moi et puis jouer à côté d'elle et lui expliquer. Parce que c'est coloré, parce que c'est friendly, parce qu'il n'y a pas de problème, parce que c'est Mario, parce qu'il est sympa, ou Pokémon, Pikachu, il est mignon. C'est pas, il n'y a jamais de violence, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de flingue, il n'y a pas de sexualité, parce que ça, mine de rien, c'est important quand on voit la sexualisation du divertissement pour les enfants à travers la musique, les dessins animés, c'est dramatique. Nintendo fait preuve aujourd'hui d'un sans faute, vraiment d'un sans faute à ce niveau-là. Il y a d'autres choses où ils ne sont pas parfaits. Hein, c'est une entreprise, ils font du business, donc ils sortent beaucoup de jeux, beaucoup de cash, beaucoup de ventes. On est d'accord. Cela étant dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils font essentiellement attention et ils sont intransigeants. Je pense que c'est vraiment la partie famille, transmission. Et ils savent. Parce que Shigeru Miyamoto disait, il n'y a pas encore très longtemps, que pour lui, ce n'est toujours pas gagné. Une partie des gens, des mamans, des parents, pensent que le jeu vidéo, c'est un ennemi de leurs enfants. Et comme il dit c'est un ennemi au moment où les parents laissent tout faire. C'est un compagnon au moment où les parents sont capables de s'asseoir sur le canapé à côté de leur enfant, et ça devient un moment de famille, un moment d'échange. Pourquoi découvrir pourquoi donc c'est comme les jeux société, en fait. Les jeux de société, c'était ça le principe. Tout à fait. C'était, tu sors le plateau de Monopoly, tu joues avec le grand-père, le père, l'enfant ou les petits-enfants. Exactement. C'est multigénérationnel. C'est multigénérationnel, tu as entièrement raison. Et c'est vrai que Nintendo a ce truc-là avec des gens de tout âge. Je l'ai déjà vu avec la Wii à l'époque.
où là, il y a un jeu de golf qui va sortir avec Mario. T'as des amis, des femmes, des hommes plus jeunes, enfants, tout le monde peut jouer, prendre la manette, et ça dure 2 heures. C'est un moment convivial. C'est comme tu disais, le jeu de société, et Nintendo est vraiment là. C'est vraiment son marché, c'est vraiment son ADN. Et en fait, pendant toute cette construction de toutes ces années, en fait, ils n'ont fait que façonner ça. Et Pokémon consolide, bien évidemment, parce que dans le top 10 des propriétés intellectuelles les plus rentables au monde, tous supports confondus. Donc dedans, j'y mets toute l'industrie de la musique, toute l'industrie du cinéma. Tous supports confondus, la propriété intellectuelle qui génère le plus d'argent, c'est Pokémon. Et on est à aujourd'hui 100 milliards de dollars générés. Incroyable. Devant Star Wars, devant devant Star Wars, loin devant Star Wars. Okay. Star Wars n'arrive qu'en 5e position de mémoire. Ouais. Et Mario, ça c'est encore plus fort, hein, c'est que on ne parle pas beaucoup parler de Mario, mais Pokémon, il a une aura internationale très forte parce qu'il y a eu des jeux, des films, des dessins animés, beaucoup de goodies. Ils sont à la télévision. Pokémon est partout. Mario est essentiellement que dans le jeu vidéo pour le moment. Que dans le jeu vidéo, ouais. Exactement. Et Mario arrive en 6e position des propriétés intellectuelles les plus rentables au monde. Et devant Harry Potter, devant Batman, devant Spider-Man, devant Star Wars, devant les Marvel, tout Marvel confondu. Le tableau de ces propriétés intellectuelles, je pourrais te le partager. Ouais, c'est intéressant. Je te le donnerai. Je l'ai découvert l'année dernière, hein, parce qu'il y a eu une vraie étude qui a été faite. D'ailleurs, ça a cassé propriété intellectuelle, pour préciser ce que c'est, en fait, c'est l'argent généré par l'image, donc l'utilisation au niveau du merchandising, au niveau de la production de films, de jeux vidéo, en fait, tout l'argent généré autour d'une marque, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, dans le tableau, vous verrez, Pokémon est fractionné avec dessins animés, le jeu vidéo, les goodies et tous ces trucs-là, comme quasiment toutes les propriétés intellectuelles, à l'exception de Mario, qui fait genre 97% de son chiffre uniquement dans le jeu vidéo. Ce qui donne à réflexion pour les analystes qui disent le jour où Mario va sortir du jeu vidéo, donc c'est ce qui est en train d'être fait, le parc d'attractions, il y a un film d'animation qui arrivera l'année prochaine avec ceux qui ont fait, c'est un partenariat entre Nintendo et Universal Studios. Oui, avec Universal, ok. Avec Universal, pour faire entrer Mario dans le dessin animé. Donc, je crois qu'ils ont mis 6 ans, 6 ou 7 ans pour faire. Un petit peu comme Pixar avec Cars. Exactement. Exactement. Voilà, ce genre de choses, ok. Exactement. Et tout le travail de Nintendo, alors c'est vrai que Miyamoto est derrière, donc on peut ne pas trop avoir peur, c'est que Miyamoto va s'assurer que ça ne soit jamais américanisé. Ça, c'est vraiment l'ADN pur de Nintendo. Il ne peut pas y avoir d'américanisation de ces on ne verra pas un Super Mario type comme un super-héros Marvel, quoi. Non, on verra jamais Mario en noir, on verra jamais Mario en trans, on verra. Je caricature quand je dis ça, mais c'est pour plier au mouvement actuel. Tous les jours, il y a des news dans ce truc-là. Ouais. Nintendo est vraiment en dehors de ça, ne fait pas de concessions. On a appris très récemment qu'à Nintendo, pour te donner une idée, pour vous donner une idée, Nintendo a rompu un deal qu'ils avaient avec Netflix pour faire la série The Legend of Zelda, donc c'est de l'heroic fantasy, un peu comme Game of Thrones et Seigneur des Anneaux. Ils ont rompu le deal parce que Netflix n'a pas su tenir sa langue. C'est-à-dire que Netflix a leaké le partenariat. Avec Nintendo, c'est impossible. Ce genre d'erreur professionnelle est absolument intolérable. Et ils ont rompu le deal. Il ne se passera rien avec Netflix. En tout cas, avec Zelda. Ils sont vraiment ailleurs. C'est vraiment c'est fascinant. Et je vous disais. Ils ont des valeurs, en fait. Ils ont des principes auxquels ils ne dérogent pas, en fait. C'est à la japonaise, quand même. Hein. C'est à la japonaise, attention, c'est pas. On D'ailleurs, je suis en train de regarder, on fait une petite digression, là, je suis en train de regarder la série que tu m'as conseillée. J'espère qu'on finira pas trop tard ce soir parce que j'ai envie de voir un autre numéro. C'est The Man in the High Castle. Ah, donc, c'est classe, hein. Ah, ça commence, c'est tranquille, hein. C'est pas une série d'action, hein. Ah non.
Non, non, Mais voilà. c'est. Je sortais de La Servante écarlate, qui est une série, mais juste, c'est énorme. Si vous l'avez pas vu, enfin, c'est 3 séries, 3 saisons, en fait. La Servante écarlate, mais alors, c'est d'une beauté au niveau de la réalisation, au niveau de toi qui est directeur artistique, c'est juste, la photo, elle est juste géniale. Ouais, Puis l'histoire fabuleuse, fabuleuse. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc... non, mais très, très bien, deux très bonnes séries, en tout cas. Et donc du coup, Nintendo, comme je disais, sont particuliers pour ça dans leur ADN. Ils ont vraiment ce truc-là. Et ils ont, je me souviens quand, par exemple, quand tu fais tu as dû en faire toi dans ta carrière. Quand tu vas pour recevoir des gens dans ton bureau, dans ton studio, soit parce que tu veux les pitcher de ton projet. Les gens se contentent d'un rendez-vous. Alors, c'est au téléphone, bien évidemment, mais après, c'est une série d'emails, un truc PowerPoint. Bon. Et puis, tu as le rendez-vous. Nintendo, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est un petit détail, hein, mais c'est assez unique parce que j'ai tellement rencontré de gens dans l'industrie de jeux vidéo et vu que c'est les seuls à m'avoir fait ça, ça m'a vraiment marqué. En fait, les 4 personnes qui sont venues nous voir de Kyoto, et de Seattle, parce que Nintendo est aussi à Seattle, Nintendo of America. En fait, ils ont un grand siège aussi à Seattle, mais qui est plus basé sur le marketing à l'international. Nintendo sépare, et ça on va en parler après, le marketing c'est intéressant. Donc, avant d'arriver chez nous, dans nos studios, en fait, ils nous ont envoyé leur CV. Et dans leur CV, c'était marqué, ben voilà, moi mes passions, j'adore m'occuper du jardin avec mes enfants, j'ai joué à ce jeu-là avec ma femme, mais je crois que ma femme, elle a pas trop aimé. En fait, il y avait une sorte il y avait un CV, mais en plus, il y avait quelques phrases très personnelles des gens qui venaient s'asseoir à notre table. Moi, ça m'a terriblement marqué, positivement. Je me suis dit, putain, on a tellement encore à apprendre certaines choses. J'en ai fait profiter toute mon équipe, tous les jeunes qui étaient là, qui sortaient d'école et compagnie. Et je leur ai dit, gardez ça à l'esprit parce que le business, c'est bien, mais c'est encore mieux quand tu le fais avec des gens qui savent pourquoi ils viennent s'asseoir, avec des croyances. C'est pas des croyances, mais des convictions, tu vois. On n'est pas là que pour faire de l'argent, on est là aussi pour prendre du bon temps et parce qu'on croit en ce qu'on fait. Et si au bout du chemin, on peut gagner de l'argent, eh ben, tant mieux. Mais si on n'y va que pour gagner de l'argent, bon, en tout cas, moi, je rentre pas trop dans ce schéma-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai avorté moi-même certains projets, que je ne fais jamais rien si je n'aime pas. Mais après, tout le monde est différent. Attention, c'est pas un jeu en valeur. Mais Nintendo a été comme ça. Ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup marqué comme attitude parce que c'était vraiment unique. J'avais jamais vu ça, ni dans la télévision, ni dans le jeu vidéo. Je prendrai vos questions à la fin d'ici un petit quart d'heure. Je vais laisser le temps à Nicolas de finir cette saga sur Nintendo. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as à nous révéler sur Nintendo parce que tu as collaboré avec eux. Alors, un petit peu les dessous. Ouais. C'est très, c'est technique, hein, mais bon, c'est intéressant. Quand tu travailles, quand tu développes un jeu vidéo, dans le premier épisode, je vous expliquais toute la difficulté d'essayer de mettre des mots sur une sensation. Et cette sensation, c'est le plaisir, le fun. Ouais. Le fun, ouais. Le facteur fun. Ce qui était très difficile à pitcher, justement, quand tu fais un projet. Comment tu expliques les sensations C'est très compliqué, c'est pour ça qu'on prototype. Donc, on prototype nos idées, c'est-à-dire qu'on va dans un logiciel, par exemple, tu as Unity ou Unreal, et dans ce logiciel, eh bien, on va avec un document de design, ton game director, donc le directeur du jeu, les level designers, les designers des mondes, les designers des personnages, des animations, tout ça supervisé par ce qu'on appelle le creative director, donc le directeur créatif, hein, voilà, c'est pas sorcier. On va essayer de mettre en œuvre ce qu'on a dans la tête. Donc le processus est difficile parce que autour de la table, on n'a pas tous la même vision. Et il va falloir petit à petit, en itérant, donc c'est itérer, c'est faire, refaire, faire défaire, faire refaire, faire défaire, trouver le juste équilibre. Et ce qu'on a appris avec Nintendo, qui est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, on a eu une expérience courte
parce que la vie est comme ça. On aurait voulu que ce soit plus long, mais on a quand même appris certaines choses qui étaient vraiment fascinantes. C'était que eux, par exemple, je te donne un exemple. Tu as une idée de jeu, tu dis, voilà, j'ai un personnage. Bon, c'est un moitié homme, moitié vampire, donc je donne un exemple comme ça, il a des super pouvoirs, il peut se déplacer plus rapidement. Quand il tape, par exemple, s'il tape fort dans un mur, la projection des briques du mur peut se projeter sur les ennemis. Et quelques idées, ok. Si Nintendo voit ça, il va se dire, ok, alors pour trouver le facteur fun, on va créer des expériences avant, on va faire des petits prototypes. Donc, on va faire un petit prototype où ce personnage, vous pouvez le déplacer extrêmement rapidement et voir si, ne serait-ce que quand tu le déplaces rapidement, tu dis putain, c'est assez cool, ça marche bien, c'est cool. Donc, on va confronter ce personnage à des niveaux, avec un peu de hauteur, des trous. On va essayer de créer tout un ensemble de situations avec uniquement ce qu'on appelle une core mécanique, donc une mécanique centrale, qui va être le déplacement rapide. Ok. À côté de ça, on va faire une deuxième expérience. Et dans cette deuxième expérience, on va faire... putain, ça a l'air sympa quand ton personnage il tape très fort contre un mur. Les briques se projettent sur les ennemis. Parce que vu que c'est un vampire, il est fort. Bon, j'ai vraiment donné des idées comme ça. Hein. Je n'ai pas spécialement réfléchi, mais c'est tout le principe en fait d'essayer de comment trouver si c'est fun ou pas. Et donc du coup, dans cette deuxième expérience, on va faire la même chose. On va mettre des murs un peu partout, cassables, et on va voir si il tape fort avec des personnages autour. Est-ce qu'il y a une dynamique? Est-ce que c'est visuellement c'est bien fait? Est-ce qu'il y a de l'impact? Et ça, tu le sais très rapidement manette en main en fait. C'est la manette en main, la sensation qui va te définir si ça marche bien, s'il y a un potentiel ou pas. Et on va faire ça une troisième fois avec une autre idée, une quatrième. Et en fait, toutes ces idées indépendantes, on va les fusionner. Et on va voir si elles marchent ensemble. Donc d'abord, tu en fusionnes deux. Tu dis, ok, elle ne marche pas, c'est que si elle ne marche pas. Donc à deux, c'est compliqué, tu la mets de côté. On va prendre la troisième, on fusionne, elle ne marche pas avec la première, mais par contre, elle marche bien avec la deuxième. On va fusionner, comme ça, plein d'idées. Je vais donner un autre exemple d'un jeu que Nintendo a sorti il y a quelques années qui s'appelle Splatoon. Donc, c'est des sortes de personnages assez sympas, avec un look un peu de pieuvre, avec des sortes de pistolets, tu sais, à eau. Oui. Ok. C'est Nintendo, hein. Et dans ces pistolets à eau, il y a de la peinture. Et l'objectif, c'est que c'est une grande map, 4 contre 4. Chacun a une couleur. Donc, le but, c'est pas de faire perdre des points aux autres en leur tirant dessus, c'est de peindre avec sa couleur le plus possible l'adversaire. Donc, c'est un principe de peinture, de mettre un maximum de peinture, sauf que quand toi, tu es en orange et l'autre est bleu, si tu vas de son côté et que tu mets du orange partout, lui, il peut recourir avec son bleu. Donc, en fait, tu as vraiment un challenge, il faut aller le plus vite possible, peindre le plus possible. Et Nintendo se dit, putain, c'est cool, mais c'est déjà vu, on a déjà vu des trucs pareils. Et Miyamoto a trouvé cette idée qu'en fait, vu qu'on a des personnages qui ont un look un peu de pieuvre, eh bien, ils vont pouvoir se transformer en pieuvre concrètement et rentrer dans la peinture. Et en fait, se déplacer à très grande vitesse dans les peintures. Donc, c'est des moments où tu es furtif et personne ne peut te tirer dessus. Et je le sais, parce que ça, j'ai échangé, cette core mécanique a été testée comme je vous l'expliquais avant, de façon seule. D'abord, on a testé avec des personnages, s'ils tirent avec de la peinture, tu en mets partout, est-ce que c'est drôle? Ouais, c'est drôle de mettre de la peinture partout, quoi. Ça marche très bien. C'est très, très bien fait, ça marche très bien, c'est fun. Et après, ils ont testé, ils disent, ouais, mais est-ce que si on va dans la peinture, est-ce que ça accélère le rythme de jeu? Est-ce que ça crée plus de tension pour la partie qui veut gagner l'autre? Et en fait, ça marche très bien. Donc, Nintendo fonctionne toujours comme ça. On parlera en détail de comment toute l'industrie fonctionne différemment. L'autre industrie, je vous dis juste comment elle fonctionne. Elle fonctionne par l'histoire. C'est-à-dire qu'on a une histoire, c'est la fin du temps, c'est la fin du monde. Il y a un virus catastrophique qui a bousillé la moitié de la planète. Il y a deux personnes qui sont immunisées face à ce virus. Il y a une personne qui est immunisée face à ce virus, l'autre ne l'est pas, mais décide de trouver des survivants, des médecins, des scientifiques, et ils vont traverser la moitié de l'Amérique pour trouver potentiellement
des médecins qui vont pouvoir essayer, grâce à cette personne immunisée, trouver un remède, un vaccin à la pandémie. Donc ce jeu, ça s'appelle The Last of Us, qui est un énorme jeu qui est sorti chez Sony il y a quelques années, et sa suite est sortie cette année. Ce sont des jeux narratifs, c'est-à-dire qu'on écrit une histoire, et le jeu en lui-même passe bien après. C'est-à-dire qu'on aura des déplacements, du tir, mais on aura le but, c'est de mettre l'histoire en avant, plus que les mécaniques de jeu. Et c'est ce qui différencie effectivement énormément Nintendo des autres. Mais j'en parlerai. Nintendo, c'est vraiment donc, la sensation, ce plaisir de jouer, qui me rappelle un peu les jeux d'arcade. Hein. Moi, j'avais plaisir à jouer dans ces jeux d'arcade parce que même les jeux d'arcade étaient beaucoup plus évolués que les jeux que tu avais chez toi. Donc, tu avais ce plaisir d'aller dans les salles d'arcade pour jouer aux jeux. Après, moi, j'étais par contre fan de Donjons et Dragons. Je jouais beaucoup en fait aux jeux de rôle. Je trouvais beaucoup de plaisir, moi, dans ces jeux de rôle avec des potes où on écoutait nos disques d'Iron Maiden, là, dans une espèce une petite salle de jeu, tu vois, et puis on jouait à nos jeux de rôle. C'était. D'ailleurs, en parlant de musique, il y a eu un hommage à Lemmy, le gars de Motorhead. Un des personnages dans Mario Kart s'appelle Lemmy. Ça a été un hommage. Ok. Alors, ce n'est pas un hommage parce qu'il était encore en vie. En fait, ils ont pas rendu. C'était une référence. Il était décédé. C'était une référence. C'est une ref, voilà, parce qu'il kiffait. Parce que Nintendo a aussi forcément des artistes qui écoutent de tout. Et donc, du coup, voilà, il y avait cette référence. Et c'est vrai qu'ils ont cette particularité. Alors, Nintendo, je peux en parler des heures parce que c'est vraiment. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, de cette entreprise, c'est que aujourd'hui, c'est vraiment une entreprise familiale, au sens propre du terme, mais aussi au regard de ses clients. Nintendo est vraiment très, très attaché au contrôle parental. Par exemple, ils ont mis une application qui est assez fantastique sur le contrôle parental. Nintendo est très attaché à ce que ces jeux soient le plus accessibles possible en termes de génération. Je sais que là, ils vont relever les défis de l'accessibilité pour les handicapés, parce que le jeu vidéo a un peu traîné pour ça, c'est vrai. Même si Microsoft, eux, par contre, ont vraiment avancé plus que les deux autres, c'est vrai. Mais Nintendo étant japonais, c'est aussi un petit peu des travers, c'est que les Japonais n'ont pas trop de tendance à s'occuper des minorités, pour le bien comme pour le moins bon. Vu qu'on est dans un monde quand même nuancé, hein, en tout cas, j'aime à le croire, même si les chaînes nous disent le contraire, les chaînes de télé, on est quand même dans un monde nuancé. Et donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de retard là-dessus, mais Nintendo est en train de le rattraper pour notamment les daltoniens au niveau des couleurs, pour les malentendants. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi. Et Nintendo essaye en tout cas de rattraper le retard un peu aussi de l'industrie vis-à-vis de ça. Et c'est pas les seuls, hein, les autres aussi le font d'ailleurs. Mais ils ont vraiment cette particularité, c'est vraiment des personnages. Moi, je pense qu'on peut mettre Nintendo dans les mains de tous les enfants. Alors, après, encore une fois, c'est aussi aux parents de superviser. De jouer 10 heures à Mario, ça reste pas terrible, hein. Soyons honnêtes. Il faut jouer dans un temps très restreint. J'aimerais juste terminer sur ces anecdotes avant de laisser les questions, peut-être. Oui. Et quand même quelques anecdotes autour du créateur, le grand créateur qui est Shigeru Miyamoto, parce que c'est quand même un personnage qui a une influence très très forte dans toute l'industrie, pas que du jeu vidéo. C'est un bonhomme, déjà c'est un des rares, et si c'est peut-être même le seul étranger à avoir reçu le Chevalier des Lettres en France. Ce qui est, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le seul étranger à l'avoir reçu. C'est le personnage qui déstabilise les plus grands. Difficile à dire. Je l'ai rencontré moi 3 fois. C'est un immense personnage. C'est vraiment. Moi, j'ai son nom tatoué sur le bras, donc c'était effectivement facile de l'arrêter la première fois. Et quand il m'a regardé, il a fait il savait. Tu vois, il était surpris. Il s'est fait tatouer sur le bras. Puis en plus, c'est un japonais, donc tu vois, ils sont. Mais très, très, très sympa. Les gars. En fait, ils détestent la notoriété, la célébrité, tout ça ne les intéresse pas du tout. Mais ça, c'est assez japonais aussi. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées
de gens normaux qui l'ont rencontré, soit des journalistes, dans la télévision, chez Canal et d'autres, des professionnels, des agents. J'entends des déclarations de Steven Spielberg, par exemple, James Cameron, des grands, sont tous, pour eux, leur génie, c'est Shigeru Miyamoto. Pour te dire à quel point l'aura du personnage. L'aura du bonhomme, et pourtant, il n'a jamais fait de déclaration publique. Les interviews, il a dû en faire 4. Et ça démontre bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde à l'envers. C'est plutôt moins tu en dis, plus tu en fais. Plus tu restes secret, plus tu crées de mythes. Aujourd'hui, on est quand même dans un tartinage en permanence. Ouais, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et Miyamoto est dans cet opposé, radicalement. Ça n'en fait pas l'homme parfait, attention. Quand tu connais très très bien l'industrie, c'est un manager et producteur très très dur. Certaines de ses équipes l'ont dit, très difficile, parce qu'il est insatisfait. Réellement, jamais satisfait. Il a donné une interview il y a très 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 peu de temps, qui est d'ailleurs une des rares, où il explique qu'il espère ne pas avoir fait trop de mal à ses équipes parce que ça le chagrine, parce qu'il est insatisfait. Qu'il faut toujours trouver mieux il faut trouver le plaisir, l'essentiel du plaisir, et le mieux, c'est en écartant en ayant le moins, c'est garder l'essentiel. Et s'il y a bien un mot, une phrase qui représente Nintendo, c'est la qualité avant la quantité. Alors ça, c'est vraiment c'est leur leitmotiv, ouais. Ah ouais, ouais. Ça, c'est vraiment ça. Et maintenant, avec le temps, je dirais que c'est la différence, c'est-à-dire d'être le plus différent possible dans la façon d'approcher le jeu vidéo, en surprenant tout le temps les gens par des expériences. Faut que ça surprenne. Les derniers présidents, quelqu'un que j'ai pleuré, parce que quelqu'un qui m'a marqué. Alors Miyamoto, le jour où il partira, ça sera très difficile, parce qu'il y a vraiment un affect, et quand j'ai suivi vraiment toute sa carrière, on a perdu l'ancien président de Nintendo, qui était Satoru Iwata, qui était un mec extraordinaire et qui a eu quelque chose de très très fort, c'est qu'il était venu sur un stage et il avait montré sa business card. Et il avait dit, sur ma business card, je suis président de Nintendo. Dans ma tête, je suis programmeur, parce que c'était son métier, programmeur chez Nintendo. Mais dans mon cœur, je suis un joueur. Et là, ce président avait réussi un coup assez extraordinaire. C'est-à-dire que il avait en fait les trois parties essentielles, ouais, pour garder l'équilibre. Si tu n'es que président, ouais, c'est beau parce que c'est rare. Et c'est beau l'image de la carte de visite, ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai dans le cœur. C'est beau. Et tu sais, on pourrait toujours dire, ouais, mais c'est des paroles, c'est un patron et compagnie. Et il a fait preuve. Nintendo a subi un vrai échec commercial en 2013, 2014, 2015, la fameuse Nintendo Wii U, qui a été très très mal comprise dans son marketing, parce que Nintendo, on terminera sur le marketing, c'est quelque chose où ils sont pas très à l'aise, parce que c'est tellement américain que bon. Et ils ont un échec commercial qui ne les remet pas dans une difficulté majeure, parce que c'est eux qui ont la plus grosse trésorerie au Japon en liquidité. Hein. On parle de, je sais plus combien, 50 ou 60 milliards de trésorerie. Nintendo n'a pas de problème. Vraiment, c'est les numéros 1. C'est une banque, quoi, en fait. C'est une banque. Et Satoru Iwata donc décédera malheureusement en 2015. Donc la console, la Wii U, c'est 2013, 2014, 2015. Décédera le 7 décembre 2015. Non, en juillet 2015, pardon, tant pour moi. En juillet 2015. Et va laisser en fait une sorte de carnet de bord à ses futures équipes. Donc il a un décès très rapide, hein, il meurt d'un cancer du pancréas quasiment foudroyant en 3-4 mois. Et va laisser une sorte de chemin de route de ce que doit faire l'entreprise. Et en fait, il va le donner un peu comme une Bible aux grandes têtes
qui sont à ses côtés, comme Shigeru Miyamoto, comme Eiji Aonuma, comme Tetsuya, comme Koizumi, qui sont en fait les grands créateurs aujourd'hui chez Nintendo, qui sont en fait des gens qui ont passé un temps considérable avec les tout premiers créateurs pour comprendre l'ADN. On n'est pas là, comme ils disent, ils sont pas là pour faire du divertissement, juste pour faire du divertissement, ils sont là pour être cohérents avec leur vision. Et Iwata va laisser justement ce carnet de bord. Et d'ailleurs, un discours assez extraordinaire, dont peu de personnes, c'est exactement ce qui a été dit dit le jour de son enterrement, dont c'est Shigeru Miyamoto qui a parlé à toutes les équipes. Et lors de cette crise, de cet effondrement, de cette Wii U en termes de chiffres, ça s'est vraiment pas vendu. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Nintendo n'a pas licencié, absolument pas licencié, ils ont même embauché. Et tous les dirigeants ont divisé une partie de leur salaire. Et notamment, lui-même a donné la moitié de son salaire pendant plusieurs années à ses équipes. Pour assumer en fait cet échec son erreur, commercial. Bien sûr, parce que pour lui, c'était son erreur. Ça, c'est toute C'était quoi la particularité de cette console? Elle a été mal comprise. En fait, elle était branchée à la télé, mais en même temps, tu avais une tablette à la main. Elle était difficile à appréhender pour des gens qui ne sont pas forcément trop dans le jeu vidéo. Donc, elle s'adressait vraiment aux connaisseurs. Et ça, c'est une erreur mortelle dans l'industrie. Si tu parles trop aux connaisseurs, c'est un marché de niche. Hein. Les connaisseurs, c'est entre 13 et 20 millions de joueurs. Le grand marché, c'est 300, 400, 500 millions de joueurs, tu vois. Donc, ils se trompent vraiment. Et Satoru Iwata, comme à la japonaise, c'est collectif dans la création. Mais par contre, l'erreur, elle est endossée par un homme ou une femme. Et Satoru Iwata l'endosse complètement. Et va faire preuve, je trouve, de ce qu'il fait. C'est un peu une sorte de. Je vais peut-être être un peu exagéré, mais c'est une sorte de samouraï moderne. Ça fait un Akiri, voilà. Alors, il n'en mourra pas. Non, il assume. Mais il assume la faute. Il prend des bonnes décisions. En fait, ils sont écartés en faisant quelque chose de trop pointu. En fait, ils sont écartés de leur. Voilà, de leur propre philosophie. Et ça arrive de faire des erreurs. Ils n'en ont pas fait qu'une. Ils en avaient fait une il y a quelques années aussi. C'est pas facile d'essayer de prévoir ce que les gens vont aimer ou pas. Très difficile. Et le dernier point, pour terminer, c'était sur le marketing. Après, je te laisse pour les quelques questions. Le marketing, c'est que dans toutes les tables, dans tous les métiers du monde, aujourd'hui, le marketing est à la table. Je suis très bien placé pour le faire. Moi, je suis DA, mais j'endosse en même temps un truc que je déteste, c'est la partie marketing. Parce que malheureusement, les gens mélangent marketing et direction artistique, pensent que c'est la même chose, mais ce n'est pas du tout le cas. Malheureusement, j'ai un peu la double casquette. Aujourd'hui, le marketing est invité à toutes les tables de négociation de tous les projets. Partout. Dans le jeu vidéo, dans la musique, dans la bouffe, dans le textile, partout. Il faut avoir l'opinion du gars du market, parce que le gars du market, il va avoir des idées révolutionnaires, comment vendre, Bon. Chez Nintendo, le marketing n'est pas convié à la table tant que le projet n'est pas fait. Voilà. Okay. Ouais. Et ça, c'est la grosse différence. Ouais. Ah, c'est la grosse différence. Mais en fait, ils privilégient la création, ils privilégient toujours la création. Exactement. Parce que si tu as les gars du market, ils vont te dire, ouais, mais les mecs du market, ils vont te dire, ouais, mais ils vont brider. Ils vont brider, ils vont dire les trends actuels, c'est plutôt les jeux de foot ou c'est plutôt les jeux de bagnole. Mais les créatifs, ils ont peut-être rien à foutre de faire un jeu de foot ou un jeu de bagnole. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la même chose dans mon métier que je fais aujourd'hui, par exemple. Je ne rentrerai pas dans les détails. Peut-être qu'un jour, je te parlerai des dessous de la grande surface. Je pense que ça kiffé. Mais c'est exactement ça. C'est que le marketing, je trouve que le marketing n'a pas sa place au départ. Il faut laisser les projets se monter, se faire. Et puis, une fois que le projet est scellé, OK, là, tu fais venir les gars du market, tu leur dis comment maintenant on vend ce projet. J'attends pas de toi que tu me dises qu'il faut changer le projet. Je m'en fous. Comment tu le vends? Comment on le vend? Et Nintendo est comme ça. Cela étant dit, ça rend quand même des fois les choses compliquées. Nintendo excelle dans le marketing seulement depuis 4 ans. Avec leur Nintendo Switch, où là, ils ont trouvé, en fait, ça y est, ils ont trouvé le rouleau compresseur, ils savent comment ils font. Je pense que tout leur système est rodé. Ils savent que les agents du marketing arrivent à tel moment. Tout est très rodé. Mais il leur a fallu 25 ans quand même pour trouver une solution. Parce que ça reste compliqué. Et je sais que tu étais aussi dans le marketing, Gilles. Oui, c'est un domaine que je connais pas mal. Ouais.
La direction artistique aussi, on se ressemble beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. C'était passionnant, hein, comme la semaine dernière. Belle aventure. Tu nous as appris beaucoup de choses. Moi, personnellement, ce que je retiens là de cette heure-là, à chaud, hein, c'est vrai, cette concurrence du jeu vidéo avec la télé. Je ne voyais pas du tout comme ça, en fait. Et ça s'explique aujourd'hui pourquoi ce jeu vidéo traîne un peu une mauvaise image derrière lui, parce que c'est vraiment un concurrent direct de la télé, parce qu'il utilise le même support. C'était vraiment extrêmement pertinent. À la télé, pertinent. Vraiment, on en reparlera au fur et à mesure des épisodes, parce que il y a plein de moments où tu verras, ça va refaire écho. Et c'est vrai que c'est... moi, il y a quelques années, je ne pensais pas à ce point-là, mais c'est réellement... En fait, c'est pas deux ennemis, parce que le jeu vidéo, on a globalement un peu rien à faire. Aujourd'hui, ils sont tellement énormes, ils pourraient racheter Canal, ils pourraient racheter M6, pour te dire... c'est pas l'objectif parce qu'ils s'en fichent, mais ils sont devenus tellement immenses que ils prennent même plus la tête. Maintenant, tu as des canaux comme Internet, comme nous par exemple, tu vois, ta chaîne. La télé, c'est peine perdue. Tu es très bien placé aussi pour le savoir. Bien sûr. Le jeu vidéo a fait la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, nous, on va sur YouTube, on va sur Twitch. Et les plus gros youtubeurs, en fait, sont des youtubeurs de game. Hein, donc, c'est ça. Voilà, je pense qu'ils ont choisi le bon cheval. Il y a des questions très intéressantes dans le chat. Il y a Émeric Barat qui te demande, il me semble que Nintendo n'échappe pas au manque de renouvellement de licences qui touche l'industrie du jeu vidéo. Tout à fait. Il y a beaucoup de remakes. Oui. Qu'en penses-tu? Bien sûr. Je pense que ça, c'est un problème plus général à l'industrie qu'on va évoquer. Hein. Mais c'est pas particulièrement Nintendo. Je pense que c'est comme le cinéma. Quand on crée des propriétés intellectuelles, par exemple, comme Freddy, je prends Freddy parce que j'aime bien et je connais bien, ça marche bien, donc on en fait 6 épisodes. Bon. Freddy, c'est les griffes de la nuit. Freddy Krueger, voilà. Freddy Krueger, ouais. Freddy Krueger, tu vois. Ou je sais pas, Star Wars, tu vois. Le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième. Il y a Vendredi 13, il y en a plein. Les sauts, tout le cinéma est comme ça. Les Rocky, les Rambo. C'est pas pour autant que c'est mauvais, mais il y a une continuité générationnelle dans ces suites. Alors c'est un truc marketing, parce qu'on sait qu'on va faire de l'argent, parce que c'est garanti. Et le jeu vidéo n'échappe pas du tout à ça. J'ai une analyse peut-être trop pointue là pour ce deuxième live, on verra peut-être un peu plus tard, mais j'ai une analyse où ça met Nintendo quand même dans une situation un peu différente, mais il a raison, le jeu vidéo n'échappe pas à la même problématique que le cinéma de la rentabilité, indéniablement. On apportera des compléments. On apportera des compléments sur les prochains épisodes, sans doute. Il y a Philippe qui nous demande, Philippe Pintard, Nicolas, j'imagine que tu peux nous éclairer pourquoi Mario est présenté en plombier. Alors, c'est une anecdote très, très, très drôle. Alors, c'est une anecdote. C'est une anecdote. En fait, c'est en hommage à un mec qui travaillait chez Nintendo, qui était un janitor, qui travaillait chez eux. Ça vient de là. Et à la base, Mario s'appelle Jumpman, donc l'homme qui saute. Quand il le crée, Shigeru Miyamoto, il s'appelle Jumpman. Et d'ailleurs, il le crée sur une idée que quand tu es en voiture, tu es à l'arrière, tu regardes à travers la fenêtre, tu vois le paysage défiler. Ouais. Et en fait, quand il regarde avec ses doigts, tu sais, à la vitesse de la voiture, il saute à travers les décors et les trous et compagnie. Okay. Et il en fait Mario. Je vous parlerai plus tard de comment il a fait Zelda, quand il se baladait dans les bois, les randonnées qu'il faisait, et il s'est dit, putain, imagine, là, il y a une grotte cachée et tout. En fait, Shigeru Miyamoto s'est toujours inspiré de ce qu'il connaissait, comme beaucoup de créateurs d'ailleurs. Et donc, du coup, voilà, il Jumpman. Et après, ils vont lui donner le nom de Mario. Alors, je sais plus s'il lui donne le nom de Mario parce que le janitor s'appelait Mario, ou qu'il y avait quelqu'un, il y a quelqu'un, je sais plus exactement. Mais il y a un hommage avec quelqu'un justement qui travaillait chez Nintendo et ils vont l'appeler Mario, quoi. C'est un petit peu comment ça s'est fait. Voilà. Après, on n'est pas entièrement sûr à 100% parce que Nintendo communique jamais sur ce genre de truc, en fait. Ouais. Et ils vont pas t'expliquer demain qui est Mario, pourquoi. Pas du tout. Il y a un culte du secret. C'est ce que je te dis dans la première émission. Jamais aucun journaliste n'est rentré dans le
headquarter de Nintendo à Kyoto. Les portes sont fermées. Elles sont réservées uniquement aux gens de l'industrie, aux créateurs. Ah ouais, personne ne peut rentrer en fait. C'est que pour les créateurs. Moi, je connais 2 personnes qui y sont rentrées, 2 Français qui habitent au Japon depuis 25 ans, qui ont travaillé chez Ubisoft notamment. Elle m'a dit, tu rentres dedans, c'est très, très sobre, très blanc. Alors, les gens peuvent décorer leur bureau et tout, mais c'est quand même rare. Nintendo souhaite garder un esprit neutre, pour que les gens puissent imaginer et ne soient pas cloisonnés à ce qu'ils amènent à l'américaine dans leur bureau. Parce que ça, c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup vu. Les mecs... on le voit chez toi, on le voit chez toi. Chez moi, c'est pareil. Bon, là, il y a le fond noir parce que c'est le seul mur qui est libre. Tout le reste, il y a des choses au mur. Donc, ouais. Mais oui, on s'influence nous-mêmes de ce qu'on aime. Oui, et Nintendo est toujours dans ce truc-là, d'essayer d'aller au-delà de ce que l'on est. C'est encore leur philosophie, hein. C'est leur philosophie, jusqu'au boutisme, tu vois. Écoute, tu as passionné beaucoup de personnes, même ceux qui ne jouent pas aux jeux vidéo, comme notre ami Jeff. Hein, je comprends rien aux jeux vidéo, je suis pas prêt d'y jouer, mais émission passionnante. Eh ben merci Jeff. Hein. Merci beaucoup, Jeff. Il y a Stéphanie qui nous dit Nicolas transmet sa passion, nous racontant une histoire que je prends un grand plaisir à écouter et à découvrir. Merci beaucoup Nicolas pour cette merci à toi Gilles, merci à vous. La semaine prochaine c'est quoi, tu l'as en tête? Oui, la semaine prochaine c'est Sony et Microsoft, donc qui sont les 2 autres gros constructeurs. Comme ça on fera le même point équivalent qu'on a fait aujourd'hui Nintendo. Comme ça, ces 3 premières émissions vous donneront des meilleures cartes de compréhension pour passer aux étapes suivantes qui sont vraiment intéressantes, parce que là on va parler de tout, quoi. On va parler du métier, on va parler de trucs vraiment c'est l'apéritif, hein, là on est dans l'apéro là. Tu nous fais saliver, voilà, exactement. Et puis après on va avoir les plats de résistance et puis ensuite les desserts. Moi je me régale, hein. Merci Nicolas. Écoute, le plaisir est grandement partagé. Moi, tu arrives à m'accrocher sur un sujet, tu vois, que je ne connaissais pas, mais j'arrive aujourd'hui à mettre des connexions par rapport à mes travaux. C'est très intéressant, on va en parler en off tous les deux. Ouais. Je te souhaite une bonne soirée, Nicolas. Je te dis à la semaine prochaine. Merci à vous aussi. Salut Nicolas, salut les amis. Salut Gilles, salut à tous.